Donc moi, je m'appelle Charlotte Sagnier-Berrussot. Je vous présente ici un extrait, en fait, des résultats de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2020 à l'Université Laval, que j'ai appelée donc placer la bienveillance et la confiance au cœur de son enseignement, l'effet sur l'identité d'apprenant et les préférences d'apprentissage des élèves. En fait, je l'ai appelée comme ça, mais vous allez voir, la bienveillance et la confiance, c'est vraiment apparu au cours de ma recherche doctorale. En fait, moi, j'étais partie de l'idée que, comme dit Edgar Morin, là, les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que reconnaître leur diversité individuelle et culturelle. J'aimais beaucoup cette idée qu'il y avait cette humanité commune qui partageait des caractéristiques communes, mais qu'à l'intérieur de ça, tout le monde était différent. Et puis aussi également cette citation qui disait que la créativité et le génie ne pouvaient s'épanouir que dans un milieu qui respectait l'individualité et qui célébrait la diversité. J'avais une petite passion pour cette individualité et collectif. Moi, ça m'a amené à m'interroger sur l'identité d'apprenant. L'identité d'apprenant, que j'ai définie comme la définition de soi-même dans un contexte d'apprentissage donné. En fait, l'identité d'apprenant, elle se construit par positionnement par rapport à ce qu'on perçoit des autres, ce qu'on perçoit de la perception que les autres ont de nous, ce qu'on perçoit du contexte qui nous amènerait à nous définir nous-mêmes. Ce que ça veut dire, c'est qu'une identité d'apprenant, elle serait toujours subjective. C'est un positionnement qu'on fait soi et construite sur l'ensemble des expériences vécues. Je rencontre une nouvelle situation et puis par rapport à ce que j'observe de cette situation et ce que j'ai déjà vécu, je vais me dire oui, c'est vrai, je suis comme ça, j'appartiens à ce groupe ou je n'appartiens pas à ce groupe. Je construis mon identité dans ce contexte d'apprentissage. Ça signifie que c'est nécessairement temporel, puisque chaque interaction que je vis modifie mon positionnement, donc mon identité d'apprenant. Interactionnel, parce que si je n'ai personne à comparer avec moi, forcément, je ne peux pas créer mon identité d'apprenant. Et situationnel, donc c'est quand j'arrive dans une situation, je m'évalue moi-même en fonction du consensus social qui m'entoure, comme dit Festinger. Ça me permet de créer mon identité d'apprenant. Donc c'est multiple. À chaque situation, je crée une identité d'apprenant spécifique. Donc, cette idée qu'il y avait une identité qui nous appartenait, qui était unique dans un contexte d'apprentissage, moi, m'intéressait beaucoup. Et puis, je me suis aussi tournée donc, vers les préférences d'apprentissage, qu'on définit comme la façon préférentielle dont un apprenant ou une apprenante aborde une tâche d'apprentissage. Puis, je me suis basée sur le modèle de Vermont. Ce que dit Vermont, c'est qu'une préférence d'apprentissage, elle est composée de 4 composantes, donc, qui sont interreliées. 2 composantes qui sont connatives, donc les conceptions que l'élève a de l'enseignement-apprentissage et l'orientation, c'est-à-dire la motivation qu'il donne, qu'il a en fait pour son apprentissage. Et ces 2 composantes connatives amènent un petit peu des stratégies de régulation et des stratégies cognitives. Donc j'aimais cette idée également ici que conception, la motivation, c'est quelque chose de très personnel. Moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser sur le lien entre la façon dont on se définit et la façon dont on apprend. Comme je disais tout à l'heure, l'identité d'apprenant, les préférences d'apprentissage, donc ça reste forcément situationnel. Hein, à chaque situation d'apprentissage, en fait, j'ai une identité spécifique et j'ai une façon de concevoir la situation et une motivation. Donc, je me suis également intéressée, pour terminer mon cadre théorique et conceptuel, à l'activité socioculturelle, telle que définie par exemple par Léontieff. Et je me suis dit, OK, mais une discipline scolaire, finalement, c'est une activité. Je m'inclus dans une activité, j'y pose des actions avec cette finalité d'activité. Et la discipline scolaire, elle m'est apportée par des médiations enseignantes. C'est-à-dire que c'est, en tant qu'élève, ma première interface, en fait, avec cette activité que la médiation enseignante. Et donc, quand je reçois une médiation, je peux la subjectiver et ça me permet de pratiquer la discipline scolaire. Donc, dans ce contexte où je forme une identité d'apprenant et une préférence d'apprentissage, je le fais par rapport à l'activité, ce que j'en perçois, et par rapport à la façon dont elle m'est amenée par les médiations enseignantes. Donc, ça m'a amené, pour ma recherche, à me poser la question de savoir de quelle façon l'identité d'apprenant et les préférences d'apprentissage évoluent chez les élèves qui s'engagent dans une activité théâtrale. Je vais y revenir juste après. Donc, la façon dont elles évoluent dans cette discipline, puisque c'est des identités d'apprenants, préférences d'apprentissage spécifiques, mais aussi dans l'ensemble de leurs activités d'apprentissage scolaire, et puis voir s'il y avait des caractéristiques communes. Si finalement l'identité d'apprenant et les préférences d'apprentissage, il y aurait quelque chose de relié. Donc, je me suis dit, parfait, je vais analyser l'évolution de l'identité d'apprenant et les préférences d'apprentissage en théâtre de plusieurs élèves, chacun séparément. Je vais faire la même chose dans la scolarité en général. Et puis, je vais voir s'il y a des caractéristiques communes dans les 2 contextes, en théâtre et global,
de l'identité d'apprenant et des préférences d'apprentissage. Et puis enfin, voir pour l'ensemble des élèves si c'est également le cas, s'il y a des caractéristiques communes. Donc, comme je vous disais, j'ai placé ma recherche dans le contexte théâtral. On est au secondaire 5. Pourquoi? Déjà parce que dans l'école, j'ai commencé le théâtre en secondaire 5. Ça m'arrangeait bien parce qu'au niveau identitaire, on sait que l'adolescence, identitairement, c'est quand même intéressant. Et souvenez-vous de votre propre adolescence, ça bouillonne au niveau identitaire. Et il y a des spécificités à la forme théâtrale, notamment au niveau des médiations spécifiques au théâtre qui sont apportées. Il y a des processus d'enseignement-apprentissage qui sont particuliers à la forme théâtrale, notamment parce que enseigner le théâtre, c'est créer un climat de classe où on va pouvoir travailler la forme théâtrale autant que le fond, que des apprentissages de fond. On va, et c'est quelque chose de pas toujours courant à l'école, s'intéresser à la question du corps. Si on veut faire du théâtre, là, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de corps, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas d'émotion non plus. Donc, l'enseignement va accompagner l'émotion particulièrement dans ces disciplines-là. Et puis, ça n'est possible que si l'enseignant ou l'enseignante croit en l'élève et arrive avec bienveillance et confiance. Là, vous allez me dire, oui, Charlotte, d'accord, mais ça, c'est le cas dans toutes les disciplines. C'est vrai, mais c'est en tout cas une condition particulière de réussite du théâtre, puisqu'on se parle de corps, d'émotion, etc. Donc, je suis allée rencontrer mes secondaires 5 qui débutaient le théâtre, l'idée étant de les prendre au début de l'activité théâtrale. Comment je m'y suis prise concrètement? Je suis allée réaliser une étude de cas multiples, telle que définie par Stake. L'idée, c'était de rencontrer 6 élèves qui étaient à la fois dans la situation dans laquelle ils étaient pertinents pour l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a 6 élèves qui débutent tous et toutes le théâtre avec la même enseignante dans le même contexte scolaire. Mais en même temps, c'est très divers leur rapport au théâtre a priori au début de l'année. C'est-à-dire que, par exemple, Karl, il est là parce que lui, il a envie de faire du théâtre depuis très longtemps. Amélie, elle est là, mais honnêtement, elle préférerait être à peu près partout sur Terre, sauf ici. Elle ne voulait pas être là, c'est l'école qui l'a obligée. Donc, il y a vraiment des rapports très, très différents au théâtre qui nous permettent de séparer un petit peu les élèves les uns des autres, les unes des autres. Et donc, le fait que ces cas d'élèves soient à la fois très divers et en même temps il y a plein de caractéristiques communes, ça permet d'avoir une opportunité d'apprendre un petit peu de la complexité du phénomène. Ça, ce sont les 3 critères de choix tels que définis par Stake. Donc, ces 6 élèves, je suis allée les rencontrer pour les interroger à la fois sur le contexte théâtral et le contexte global. Donc, au début de l'année, j'ai mené une entrevue phénoménologique avec une élève ayant les mêmes caractéristiques que ma population d'études. Ça m'a permis d'ajuster mon guide d'entrevue. Et puis, à l'automne, donc au tout début de l'année, au moment de commencer le théâtre, j'ai mené des entrevues semi-dirigées avec les 6 élèves pour les interroger sur leur identité d'apprentissage et leurs préférences d'apprentissage en théâtre et dans la globalité du secondaire. Et puis, au printemps, j'ai retrouvé ces élèves après la représentation théâtrale pour leur reposer les mêmes questions. OK, t'en es où? Comment ça se passe aujourd'hui? Comment est-ce que tu te définis? Comment est-ce que tu apprends? J'ai inclus dans cette entrevue un volet d'autoconfrontation à partir des éléments qui me semblaient importants dans les verbatims des entrevues du début de l'année. Oh, ça, c'était particulièrement fort chez toi. T'en es où aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours d'accord, etc. J'ai également collecté et analysé leurs journaux réflexifs en théâtre que l'enseignante leur faisait remplir avec des questions très métacognitives. Et puis, j'ai également mené une entrevue avec l'enseignante et une observation non participante du cours de théâtre. J'ai fait ça pas a priori pour analyser les médiations enseignantes en tant que telles, mais pour comprendre ce contexte qu'ils avaient tous et toutes en commun. J'ai ensuite fait une analyse thématique pour chacun des élèves en théâtre et dans le contexte global, ce qui m'a permis d'identifier des thèmes récurrents, des ressemblances et des dissemblances sur l'année, mais également entre les élèves, comme je vous disais tout à l'heure. Et j'ai éclairé ma compréhension et mes analyses avec l'analyse de l'entrevue que j'ai faite avec l'enseignante et l'analyse des données récoltées lors de l'observation non participante, ce qui m'a permis de comprendre un petit peu le contexte et donc de comprendre l'ensemble du phénomène, ce qui est finalement l'objectif là dans la méthodologie de l'étude de cas multiples. Qu'est-ce que j'ai observé suite à ça? J'ai remarqué que dans le contexte théâtral, l'ensemble des élèves se définit à la fin de l'année plus performants, plus performantes et moins gênés. Ce qui les amène autant à se définir qu'à mettre en place des stratégies d'apprentissage plus autonomes. Forcément, je me sens plus performant, je mets en place des stratégies plus autonomes.
Ils se définissent et ils apprennent de façon plus collaborative également. Et ils mettent en place des stratégies d'apprentissage où ils ont des préférences d'apprentissage qui sont plus tournées vers plus de concrétisation, notamment au niveau du projet de la représentation théâtrale. Ce qui me semble intéressant, moi, dans cette évolution, tant de la façon dont ils se définissent que de la façon dont ils apprennent, c'est que oui, ils attribuent peut-être ça un petit peu à leurs émotions, mais ils attribuent surtout ça à la pratique théâtrale. C'est le fait de faire du théâtre qui fait que je me sens plus performante, c'est le fait de faire du théâtre qui fait que je collabore plus, etc. Donc, c'est vraiment l'activité, comme je l'avais supposé au départ, qui influence cette évolution-là. Ce qui me semble également intéressant, c'est que quand on regarde les pratiques que l'enseignante met en place, elle les laisse expérimenter, elle les laisse déduire la matière. Elle les accompagne effectivement vers l'autonomie et vers l'interdépendance du groupe. Donc, les pratiques que l'enseignante met en place sont cohérentes finalement avec l'évolution des élèves. Donc, ils ont intériorisé les médiations et ce sont des médiations qui sont très spécifiques, en l'occurrence, à la pratique du théâtre. Elle va dire, par exemple, que son but, c'est qu'ils puissent exprimer des émotions. On leur a toujours dit, montre pas trop tes émotions, c'est bizarre en société. Et elle arrive, elle leur dit, mais vas-y, montre-moi tes émotions, je veux voir tes émotions. J'ai confiance dans le fait que tu es capable de montrer tes émotions et aie confiance en le groupe pour accueillir ces émotions. Donc, elle met beaucoup l'accent sur cette confiance et cette bienveillance du groupe. Et puis, également sur l'interdépendance, à dire, mais en fait, tout le monde fait partie de la troupe, on fonctionne tous ensemble. Peut-être que toi, tu es dans ton coin, etc. Mais si tu n'étais pas là, ça ne fonctionnerait pas. Donc, elle met en place également cette bienveillance dans son enseignement qui fait que chacun, chacune peut se sentir dans le groupe. Donc, l'évolution d'identité d'apprenant et des préférences d'apprentissage est tout à fait cohérente avec ça. Si on regarde dans le contexte global maintenant, on a des évolutions qui sont un petit peu plus hétérogènes en fait. L'identité d'apprenant et les préférences d'apprentissage vont évoluer vers davantage d'expression de soi chez à peu près l'ensemble des élèves. Donc, ils vont avoir envie de s'exprimer davantage, ils vont se définir comme capables de s'exprimer davantage, ils vont mettre en place des stratégies en cohérence. Et puis ensuite, on a quelque chose d'un peu ambigu. Il y en a qui évoluent vers moins de concrétisation dans leur apprentissage, d'autres vers plus de concrétisation. Là, on a moins d'harmonisation qu'en théâtre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que là, il y a un positionnement par rapport au contexte. C'est-à-dire que là, on est dans un contexte de fin de secondaire. L'année prochaine, c'est le cégep. Ils sont tous partis au cégep dans ce groupe-là. Ils ont des projets personnels et professionnels variés. Ils ont des cursus variés, mis à part le théâtre, et un rapport aux examens de fin de secondaire différent selon les élèves. Donc, ce positionnement par rapport au contexte les amène à avoir chacune une évolution en cohérence, mais différentes les unes des autres. Et là, on ne retrouve pas cette enseignante commune à tout le monde qui leur apporte des médiations qu'ils intériorisent tous et toutes de façon harmonieuse. Maintenant, si on regarde la similarité entre les deux contextes, au niveau de l'identité, ils et elles évoluent tous et toutes, comme je disais, vers moins de gêne et plus de confiance en soi, tant en théâtre, mais également, pour certains, dans la globalité, dans le secondaire global. Donc, nécessairement, ils mettent en place, dans les deux contextes, des stratégies d'apprentissage plus responsables. Et ils vont souhaiter, également dans les deux contextes, tant dans l'identité d'apprenant que les préférences d'apprentissage, plus d'autonomie, plus de souhait d'autonomisation, mettre en place des stratégies plus autonomes. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que notre enseignante de théâtre, qu'ils ont tous et toutes en commun donc, de par la bienveillance et la confiance dont elle les a entourés, le fait de leur dire qu'ils pouvaient expérimenter, etc., leur a permis de développer ça dans le contexte théâtral, qui est la seule chose qui a changé dans leur cursus finalement au début de l'année. Et ça s'est transféré un petit peu dans le contexte global. Je suis désolée si vous entendez les miaulements de mon chat. En 14 mois de télétravail, je n'ai pas réussi à régler ça. Ils évoluent également tous et toutes vers plus de sentiments d'appartenance dans leur identité d'apprenant en théâtre et dans leur identité d'apprenant global, et vers plus de concrétisation dans les préférences d'apprentissage en théâtre et global, ce qu'on peut relier à leur souhait de plus d'autonomie et les stratégies effectivement plus autonomes qu'ils mettent en place. Donc là aussi, on a quelque chose qui est complètement lié à ce que l'enseignante de théâtre leur a proposé. Et quand je dis que c'est complètement lié, il faut savoir qu'eux-mêmes et elles-mêmes font ce lien. Ah, je me sentais bien en théâtre et donc je suis allée mettre en place un apprentissage plus autonome ailleurs parce que je me sentais capable de le faire du fait qu'on m'avait montré que c'était possible, etc.
Il demande également en théâtre comme ailleurs plus de guidage par l'enseignant ou l'enseignante. Ça pourrait sembler paradoxal, mais quand on parle de plus de guidage ici, en fait, ils veulent être davantage guidés vers l'autonomie. C'est-à-dire, je ne suis pas toujours autonome, mais j'ai besoin qu'on m'y emmène. Donc, c'est cohérent avec l'évolution vers plus d'autonomie. Et une dernière chose, ils vont souhaiter, en théâtre comme en globalité, que l'on respecte davantage leur rythme. Ils vont se définir comme des personnes, en tout cas, qui souhaitent qu'on respecte davantage leur rythme. Ça amène certains élèves à se distancier du groupe, mais ici aussi, ils font le lien entre le fait que on leur a tellement fait confiance pour définir eux-mêmes leur programme d'apprentissage en théâtre, etc., que ça a été plus facile pour eux de développer ça et que ça s'est transféré dans le contexte global. Donc, en fait, si on regarde les deux modèles qu'on avait au début, je vous ai mis beaucoup de textes, je vous ai mis un petit peu toutes les petites dimensions que j'ai étudiées pour chacune des dimensions de l'identité d'apprenant et les préférences d'apprentissage. Donc, on a ici nos deux modèles de départ. Ce que mes résultats montrent, c'est qu'on peut voir deux boucles qui se dessinent. C'est-à-dire qu'on a d'une part la perception du contexte, comme je vous disais, qui est très importante, et notamment l'utilité qu'on attribue à l'apprentissage, au contexte d'apprentissage, à l'activité d'apprentissage, qui semble évoluer dans les préférences d'apprentissage en même temps que la motivation, ce qui semble assez logique. Je me positionne comme quelqu'un qui considère que le théâtre permet de créer du lien, par exemple. Bon, voilà, je vais avoir une motivation qui est j'ai une motivation sociale, je vais à l'école pour rencontrer du monde, etc. Et ça fait une boucle avec la façon dont on se définit et les stratégies de régulation qu'on met en place. Ça, c'est une première boucle que j'ai observée. Mais également intéressant au niveau des médiations enseignantes, j'ai observé une deuxième boucle où cette fois-ci, les élèves évoluaient énormément par rapport à leur positionnement vis-à-vis des pratiques enseignantes, ce qui évoluait en même temps que les préférences d'apprentissage. Et ici, c'était très, très fort chez eux que la façon dont l'enseignant ou l'enseignante apportait la matière, l'enseignante de théâtre qui les laissait faire un petit peu, qui les accompagnait, bien sûr, mais qui leur donnait une grande liberté dans leur apprentissage, ça les aidait à concevoir l'apprentissage et l'enseignement différemment et à mettre en place des stratégies d'apprentissage, des stratégies de régulation, différentes. Donc, je trouvais cette boucle particulièrement intéressante au niveau des médiations enseignantes et qui me permettait de dire que, OK, finalement, la façon dont on se définit et la façon dont on apprend semblent liées. Alors, au niveau de la perception du contexte, c'était particulièrement flagrant, mais avec ces boucles, on voit qu'il y a plusieurs dimensions qui évoluent en même temps là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, comme je vous disais tout à l'heure, que les évolutions communes de l'identité d'apprenant, des préférences d'apprentissage en théâtre et global évoluent vers moins de gêne, plus de confiance en soi, plus de performance, plus de concrétisation d'autonomie et de prise en compte du collectif. Et que ça, ce sont très exactement les caractéristiques de l'enseignement qu'on a repérées dans la littérature et surtout qui sont mises en place par l'enseignant. Parce qu'après tout, elle aurait pu enseigner le théâtre d'une façon complètement autre que ce que j'avais trouvé dans la littérature. Il se trouve que ce n'était pas le cas. Pour elle, c'était effectivement très important de les accompagner avec bienveillance et avec confiance. Elle le dit énormément dans l'entrevue, vers moins de gêne et plus de confiance en soi. Donc, ces caractéristiques de l'enseignement du théâtre, de bienveillance et de confiance, ont permis l'évolution de l'identité d'apprenant et des préférences d'apprentissage. Quelques pistes de réflexion. Si on observe une telle harmonisation en théâtre, c'est peut-être parce que c'est nouveau. Et si on ne l'observe pas ailleurs, peut-être que le fait d'avoir participé à l'activité d'élèves de secondaire 5 et d'apprentissage en secondaire 5 pendant un certain nombre d'années fait que cette harmonisation était plus difficile, l'affirmation de l'unicité était plus difficile parce que ça avait déjà eu lieu avant. On avait un ancrage des pratiques plus fort. Je n'ai pas non plus pu déterminer qui de l'identité d'apprenant ou des préférences d'apprentissage faisait évoluer l'autre ou si ça évoluait en même temps. C'est un peu se demander qui de l'œuf ou la poule démarre en premier. Finalement, je ne le sais pas. Je ne sais pas si c'est le fait de mettre en place des pratiques qui fait évoluer l'identité ou l'inverse, ou si ça évolue ensemble. Et puis, cette importance de la relation bienveillante et confiante avec l'enseignante, l'accompagnement vers l'autonomie, qui ressort énormément dans tous les discours comme étant un facteur important du positionnement des élèves. Finalement, tout ça, ça me semble beaucoup parler d'amour. Je l'ose. Allons-y, parlons d'amour. Cette idée qu'un enseignant ou une enseignante a son identité professionnelle, ses croyances, ses valeurs,
qu'il va mettre en œuvre dans sa pédagogie. Ce sont les médiations enseignantes. Et qu'il va rejoindre avec ça les identités d'apprenants. Donc, ça fonctionne un petit peu en triangle comme ça. Maintenant, si la bienveillance et la confiance s'invitent à cette table-là, quelle que soit la pédagogie mise en place, ça va permettre aux identités d'apprenants de se déployer. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'en donnant la possibilité à chacun, à chacune de se positionner comme faisant partie avec toute la bienveillance et l'accueil que l'on peut de la situation d'apprentissage, ben, c'est ça qui permet de se développer au sein de cette situation d'apprentissage. Donc, enseignons avec amour et ça va grandement aider nos élèves, nos étudiants, nos étudiantes. Merci beaucoup.